Salut les amis voyageurs, alors aujourd'hui je vous parle un petit peu de jeux de rôle, d'illusions, de désespoir, de quête de transcendance. Je vais vous parler d'un jeu de rôle qui s'appelle Cult, que vous connaissez peut-être ou pas. Le monde du jeu de rôle est fascinant, bien sûr beaucoup en sont restés aux vieux donjons et dragons, et là on n'est pas du tout là-dedans, et vous allez voir dans quelle mesure ce sujet rejoint ce que j'aborde d'habitude. Vous savez que vous êtes ici sur une chaîne qui traite à la fois de sorties de corps, de phénomènes paranormaux, mystérieux, évidemment de psychologie, puisque ça va avec, bien sûr, psychologie des profondeurs souvent, bien sûr. Et aujourd'hui, un sujet... voilà, je vais vous dire, soit on est dedans, soit on n'est pas dedans en règle générale. Si vous êtes dedans, ça vous parlera sans doute. Si vous n'êtes pas dedans, ça vous fera peut-être découvrir une forme de loisir assez particulière qu'est le jeu de rôle. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Et quoi qu'il en soit, je vous parle aujourd'hui du jeu de rôle Cult Divinity Lost. Alors c'est un jeu qui, alors on dit jeu, hein, toujours dans l'acception classique, évidemment, on se réunit autour d'une table pour jouer dans le sens où, bah oui, on va en tirer du plaisir. Cela dit, on est quand même sur un jeu qui est d'inspiration horreur psychologique, voire horreur tout court, voire épouvante. C'est un jeu qui est très narratif, qui va être très dans l'ambiance, et donc voilà, qui est pas fait pour les grands sensibles, qui est pas fait évidemment pour les enfants, et qui nécessite une certaine maturité, faut pas se le cacher, pour faire une distinction très nette entre ce qui relève évidemment du jeu, de la narration et de l'illusion de l'univers proposé, et de la réalité évidemment. Vous savez que le jeu de rôle a été à une certaine époque accusé de beaucoup de choses, puisque peut-être certains individus ont pu faire malheureusement un amalgame entre la réalité et le jeu. Bon, là on va pas le faire. Cela dit, on va quand même faire quelques parallèles parce que c'est pas inintéressant. Alors, c'est un jeu édité en 91, hein, qui est un jeu, si je vous dis pas de conneries, suédois. Gunilla Johnson et Michael Petersen, ce sont les auteurs de ce jeu, donc ça, faut pas se le cacher, ça sonne suédois. Bon, bref, j'espère pas vous dire de bêtises sur ce point de détail. Et c'est un jeu qui tout simplement part d'un postulat central très intéressant, qui est que la réalité qu'on connaît est une illusion. Bon, vous allez me dire, quoi de nouveau là-dedans ? Évidemment, aujourd'hui, plus grand chose, étant donné que Matrix est passé par là, que beaucoup de différentes fictions ont exploré ce fameux thème du monde illusoire, et puis déjà, il y a 2500 ans, les philosophes se posaient la question avec le mythe de la caverne de Platon, par exemple, qui proposait une vision de la réalité qui était composée d'ombres et d'illusions. Bon. Là, on est vraiment sur un jeu qui part d'un postulat qui correspond au gnosticisme et à la gnose. Alors, tout le monde ne sait pas exactement de quoi on parle par gnose. C'est simple, en fait, l'idée est que l'intégralité de l'humanité est enfermée dans une prison. Alors une prison, on pourrait dire métaphysique, hein, si on veut être précis, qui est créée par ce qu'on appelle le démiurge. Alors le démiurge, c'est pas Dieu, hein, c'est plus, ça ressemble plus à une entité telle qu'on a pu en parler déjà sur ce podcast, hein, vous savez, les entités qu'on ne voit pas mais qui ont une influence sur nous dans le monde, dans l'autre monde. Ce démiurge a volé aux humains leur divinité originelle, puisque le gnosticisme, la gnose, part du principe que les humains sont des étincelles divines, des parcelles de divinité. Là, en l'occurrence, dans cette vision-là, c'est vraiment le démiurge qui a emprisonné les humains dans le monde matériel illusoire, celui qu'on connaît tous les jours, hein, celui qui est notre monde quotidien. Alors bien sûr, c'est un voile d'illusion qui est maintenu par des forces cosmiques, hein, les archons, les anges de la mort, voyez, des choses comme ça. Alors
c'est une imagerie très très sombre, bien entendu. Il y a des endroits aussi, la métropole avec un grand M, qui est en fait une immense cité de type rétro-futuriste extrêmement sombre, très infernale. Et d'ailleurs, il y a des paysages infernaux aussi qu'on appelle dans le jeu l'Inferno. Et bien entendu, tout un panel de divinités, d'entités très puissantes, un peu Lovecraftiennes en quelque sorte, qui servent leurs propres intérêts et qui évidemment maintiennent les humains dans cette prison illusoire et se servent d'eux pour leurs desseins. Voilà. Alors ce qui est super intéressant, c'est que vous avez des départs de scénarios dans ce jeu qui impliquent la vie normale, la vie quotidienne, la vie réelle. Vous allez être dans une banlieue américaine, par exemple, dans les années 90. Vous allez être des flics de la banlieue de Détroit au début des années 2000. Vous allez être à Paris à notre époque, invité à une exposition d'un artiste qui a disparu mystérieusement, etc. Donc vous vous retrouvez au Louvre à regarder des œuvres, etc. Vous voyez, on n'est pas dans l'heroic fantasy, on est même complètement dans l'inverse, c'est vraiment le monde réel qui sert de point d'appui dans ce jeu. Et les types de personnages disponibles à incarner dans le jeu s'appellent les archétypes. Alors vous voyez bien les influences qu'il peut y avoir, puisque les archétypes, on en a déjà parlé beaucoup, les archétypes jungiens. Alors là, c'est pas exactement la même acception, hein. Les archétypes, ici, ça va être le soldat, le flic, la fugueuse, vous voyez, tous ces archétypes modernes, très généraux, dont on va faire un personnage si possible plutôt haut en couleur, mais surtout un personnage qui va être bouffé de l'intérieur par plein d'interrogations, par un passé très sombre, des traumatismes. On va vraiment intégrer de la psychologie, voire de la psychopathologie dans notre personnage, ce qui va être pas facile à jouer, puisqu'il va falloir jouer de la détresse, il va falloir jouer peut-être de la tristesse, des choses assez lourdes. Bon, toujours dans une volonté cathartique, évidemment, surtout dans ce jeu de rôle-là, hein, de vivre des choses qui certes sont un peu sombres, mais qui ont une profondeur finalement. Ce sera un peu plus profond que d'aller chercher le énième joyau d'invisibilité dans un sous-donjon peuplé de gobelins vilains. Ok ? On n'est pas du tout dans cette idée-là. Alors le gnosticisme dans Cult s'exprime vraiment par son lore, hein, comme on dit, par son univers, de manière très générale. Je vous parlais d'une prison qui est effectivement spirituelle, mais qui est aussi psychologique et sociale. Tout est oppressant dans Cult. D'accord, les villes sont oppressantes, les ruelles sont oppressantes, les maisons, même la petite maison de pavillon de banlieue est extraordinairement oppressante dans certains scénarios. Tout ça pour maintenir le joueur à la fois dans une ignorance, l'ignorance originelle de l'humain, hein. Nous-mêmes sommes ignorants, a priori. Puis ça joue un peu sur le désespoir aussi, puisque ce sont pas des scénarios qui vont forcément toujours se finir sur des happy ends, vous vous en doutez. On fait un petit parallèle avec Lovecraft, effectivement, puisqu'on est aussi sur le thème d'une humanité qui est vraiment à la fois insignifiante, victime d'un cosmos qui est trop grand pour elle et qui l'ignore totalement dans son existence, qui joue en miroir avec notre propre narcissisme postmoderne, puisque encore aujourd'hui, peut-être un peu moins qu'avant, mais encore aujourd'hui, on est quand même encore le centre de l'univers, on est encore la seule espèce connue qui possède cette intelligence autoréflective, etc. A priori, hein, je vous dis ça, je mets des gros guillemets parce qu'il y a quand même des pistes qui suggèrent que c'est plus compliqué que ça. Mais allez, on va dire pour le commun de l'humanité générale, on est quand même très auto-centré sur nous-mêmes, évidemment. Et ben là, les divinités des Murges, il s'en fout de vous, hein. Et il s'en fout sauf quand il peut se servir de vous pour prendre votre énergie, pour déclencher des guerres civiles, des famines, des choses comme ça, vous voyez.
Par contre, et en revanche, on a vraiment dans le jeu, et c'est important quand même, une idée de transcendance. Et c'est ce qui va contrebalancer son côté extrêmement noir, c'est que, encore une fois, vous êtes tous, autant que vous êtes, des parcelles et des étincelles de divinité. C'est pas de votre faute si vous vous en êtes fait dépouiller, si vous êtes en prison spirituelle, mais il y a toujours une possibilité de retrouver cette parcelle de divinité. Ça va pas être facile, c'est très peu probable, mais c'est un espoir, et c'est finalement assez paradoxal dans la philosophie de ce jeu de rôle, parce que je vous parle aujourd'hui d'un jeu de rôle, mais je vais être très franc, on parle vraiment plutôt de philosophie ici. Le jeu de rôle, il va être un support pour vraiment réfléchir à justement cette prison spirituelle et mentale qui vous parle sûrement si vous êtes encore sur cette chaîne ou si vous arrivez sur cette chaîne, puisque c'est de ça qu'on parle quand même, la prison du monde matériel, qui est une prison là qui est dans le jeu très très noire et très sombre, qui peut-être que dans la réalité est une prison aussi dans un certain sens, mais peut-être moins noire que ça quand même, faut peut-être pas exagérer, on n'est pas obligé d'avoir de la vie réelle, de la vraie vie, une vision aussi sombre, évidemment, mais il n'empêche que vous savez bien si un jour peut-être vous avez fait une expérience hors du corps, ou des choses comme ça, ou simplement des rêves lucides très conscients, vous avez bien vu, vous avez bien compris que oui, il y a d'autres mondes, et que ils sont moins limités, ils sont souvent plus... comment vous dire ça ? Peut-être plus beaux, plus libres, on est plus libre, on est plus conscient en fait dans d'autres mondes. Donc oui, forcément, le retour à la vie matérielle quotidienne, c'est un retour assez lourd. Bon, surtout quand on prend en compte toutes les influences sociales, politiques, etc., qui sont quand même assez, si on se penche trop dessus, assez terrifiantes. Donc, comme je vous disais, on a vraiment un jeu qui ancre ces histoires dans des décors très modernes et très réalistes, des hôpitaux abandonnés évidemment, quand c'est pas évidemment des hôpitaux psychiatriques abandonnés, parce que c'est tellement cool de se perdre là-dedans, des ruelles urbaines, des choses comme ça, de la modernité, mais où la décomposition va vite se faire sentir, où la violence va toujours être présente, souvent d'ailleurs assez vite au début des scénarios, puisqu'il faut bien rentrer dans une narration, il faut bien présenter un intérêt très rapidement pour accrocher les joueurs, bien entendu. Il faut savoir que dans ce jeu, ça s'adresse pas à n'importe quel joueur non plus, il faut être un tout petit peu, soit très bien cadré par le maître du jeu, le démiurge dans ce jeu évidemment, mais c'est très social, donc les joueurs vont être amenés beaucoup à développer des dialogues entre eux, des dialogues parfois conflictuels aussi, peut-être. Toujours pour ça qu'il faut quand même avoir des joueurs qui sont très cool sur je joue un rôle, c'est un cadre, c'est un jeu, et on fait pas déborder les sentiments réels, quoi, les sentiments de la vraie vie, parce que là vous pouvez être sûr de passer une mauvaise soirée à la table, quoi. Donc faut quand même savoir où on va un petit peu. En tout cas, c'est un miroir déformant de la société, Cult, et c'est pour ça que c'est vraiment super intéressant, puisque bien sûr il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses comme ça, on va dans l'absurde quand même, d'accord ? C'est-à-dire que quand vous allez à l'exposition, vous allez regarder des tableaux, et ces tableaux vont devenir vivants, et on va rentrer dans des choses quand même souvent assez... qui relèvent quand même du surnaturel. Donc, oui, on n'est pas exactement dans de l'horreur purement réaliste, encore que certains scénarios peuvent rester dans ce cadre-là sans aucun problème. Alors on est dans un jeu qui vraiment va questionner la condition humaine. C'est le quotidien qui va commencer à être pesant pour les joueurs, en tout cas pour les personnages incarnés par les joueurs. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que confronté justement à une anomalie dans la vie normale, quelque chose d'incohérent, ou simplement des intuitions,
Et ça se passera d'ailleurs parfois par des jets de dés, ce sont souvent d'ailleurs les seuls jets de dés qu'on peut faire dans ce jeu, c'est très peu basé sur le jet de dés, hein, Cult, contrairement à plein d'autres jeux de rôle. Et ben, il va se passer que les joueurs vont lever le voile de l'illusion, tout simplement, et vont finir par être confrontés à ce qu'il y a derrière ce vrai monde. Vous avez accompagné votre ami chez le dentiste, et ce dentiste, vous avez, dans la salle d'attente, vous avez une mauvaise impression, alors que votre amie, non, pas du tout, elle est un peu inquiète parce qu'elle aime pas trop les séances de dentiste, mais ça va. Mais vous savez pas trop, la réceptionniste, étrangement, elle avait les dents un peu jaunes, c'était un peu étrange pour une assistante de dentiste. Les tableaux sont pas très droits, un tableau représente un paysage un peu marron, ocre. Voilà, vous voyez un peu l'inquiétante étrangeté. Voilà, là on va citer un petit peu Freud, hein, l'inquiétante étrangeté. Vous êtes là-dedans, dans le jeu, et puis il se trouve que vous allez votre démiurge, votre maître du jeu va vous dire le médecin, le dentiste arrive, fais-moi un jet de dés de lever l'illusion, hop, vous jetez le dé, le jet est plutôt réussi. Et là, vous avez une vision du dentiste qui est un gigantesque psychopathe, et vous avez des visions claires de ce à quoi il s'amuse dans sa cave le week-end. Bon, je ne vais pas plus loin, et d'ailleurs, je viens d'improviser totalement ce petit scénario qui pourrait d'ailleurs très bien marcher dans Cult, c'est vraiment une impro. Vous voyez un peu le truc, c'est que petit à petit l'illusion va se lever, ce dentiste va s'avérer être un gigantesque psychopathe, vous me direz on aurait pu s'y attendre, mais le fait est qu'il peut se révéler qu'en plus il est la main agissante d'une divinité en particulier qui se nourrit de la peur des humains, etc. Vous voyez, ça peut aller dans des choses comme ça. Donc vous imaginez un peu l'ambiance autour de la table, c'est pas rien. Et à force de lever ce voile de l'illusion, eh bien, le joueur, le personnage, c'est vous qui voyez, finalement ça peut se confondre un peu, va aller vers une prise de conscience, on appelle l'éveil, donc l'awakening, dans la version originale anglo-saxonne. Prise de conscience qui malheureusement s'avère la plupart du temps être une malédiction et qui va vous plonger non pas vers un éveil transcendantal lumineux, mais la plupart du temps vers la folie la plus profonde. Mais pas forcément. Le scénario peut prévoir des embranchements où vous avez la possibilité de prendre des chemins plus lumineux, des chemins de pardon, d'oubli, de résilience, etc. Et passer de l'archétype du dormeur, qui ignore la vérité, à celui d'éveillé, qui commence à voir au-delà du voile, et peut-être devenir un illuminé qui est tellement proche de la divinité qu'il est jamais très très loin à la fois de la folie et de la damnation, bien sûr. Donc c'est un jeu qui refuse pas, si vous voulez, en avançant dans les scénarios, de vous confronter de plus en plus à une très lourde confusion. Vous ne savez pas toujours ce qui se passe dans Cult. Vous avez les événements tels qu'ils se présentent à vous. Mais vous restez, comme dans la vie un petit peu, soumis à ce que vous ignorez. Donc il se peut parfois qu'il y ait des scénarios qui aillent très loin, mais dont vous n'aurez qu'une très légère partie des explications à la toute fin du scénario. Évidemment, le maître du jeu, le démiurge, peut, en post-scénario, en épilogue, vous expliquer clairement tout ce qui s'est passé et qui vous a échappé en tant que personnage, en tant que joueur. Donc ça c'est intéressant aussi, hein. Le joueur ne sait pas tout et il est soumis aussi à ce qu'il ignore dans ce jeu. Alors bien sûr, il y a un peu de complotisme, et ça c'est rigolo aussi, c'est intéressant. Le complotisme, on aime tous ça bien sûr, les Illuminati, les reptiliens, etc.
formidable. Alors là, on est sur les institutions. Alors là, vous avez du gouvernement, vous avez les médias, vous avez les religions, vous avez toutes ces grandes structures-là qui sont clairement des lourds complices de l'illusion et qui manipulent clairement les masses, et y compris vous et votre personnage. C'est en fait le message clair de Cult, si on veut aller jusque-là, hein, évidemment, c'est de décrire une société où à la fois la consommation, je dirais la surconsommation, il est normal de consommer dans une société, sinon tout le monde crève de faim, mais vous voyez ce que je veux dire, l'hyperconsommation, et surtout la conformité, le conformisme, sont finalement cette prison pour les gens, pour les humains. Et c'est un peu là que je voulais en venir en vous parlant de ce jeu de rôle. Peut-être que vous aurez envie de vous acheter le bouquin, peut-être que vous aurez envie de vous lancer dans une partie avec quelques amis, pourquoi pas, mais peut-être pas, parce que c'est quand même des choses un peu lourdes à mettre en place, ça demande beaucoup de lecture, etc. C'est pas pour tout le monde. Simplement, ce qu'on va en garder aujourd'hui et qui nous intéresse particulièrement, c'est ça. C'est comment la conformité vous emprisonne, nous emprisonne. Alors dans le jeu c'est caricatural évidemment, mais dans la vie, est-ce que c'est pas caricatural également, honnêtement? Est-ce que le conformisme n'est pas une gigantesque caricature? Est-ce que à chaque fois que vous allumez justement les médias, parlons surtout des grands médias, mais pas que, même les petits, est-ce que tout ça n'est pas finalement une énorme salve continuelle d'injonction au conformisme? Le conformisme entendu dans ce sens-là étant que on est branché quasiment toute la journée à des gens qui nous expliquent ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut penser, et même parfois ce qu'il faut, les opinions qu'on doit avoir. Quelles sont les bonnes opinions, quelles sont les mauvaises? Rappelez-vous de cette gentille ministre qui nous expliquait qu'il fallait faire la chasse aux fausses opinions. Je vous laisse méditer un peu là-dessus, vous pouvez mettre pause. Vous savez quoi? Vous mettez pause, là vous faites barre espace, pause, et vous méditez sur cette phrase. Il faut combattre les fausses opinions. Voilà. Honnêtement, sur un bac de philo, là vous avez 2 heures, moi je vous fais 2 heures là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, entendre des choses pareilles, c'est criminel tout simplement, c'est pour la pensée, j'entends, hein. Pour la pensée c'est parfaitement criminel. Faites de votre pensée un empire, c'est tout. Que vous entendiez à la télévision, sur internet, dans les médias, des gens qui vous racontent des choses, qui vous disent qu'il se passe ci, qu'il se passe ça, sous un certain angle, etc. Prenez ce que vous avez à prendre, mais ça doit jamais vous faire rentrer dans un moule conformiste, quel qu'il soit. Vous êtes des gens libres, d'accord, hein, on n'est pas tenu de lire Nietzsche, mais quand même. Le dernier homme, c'est ça, hein, c'est l'homme conformiste. L'Ubermensch, c'est pas le surhomme des fous de 39-40. Hein. L'Ubermensch, c'est celui qui n'est plus dans le conformisme, dans plus aucun conformisme. Bon, pas facile évidemment, c'est presque impossible, mais peut-être que ça peut être un défi de vie, pourquoi pas, on peut essayer, ou en tout cas d'être très anticonformiste sur certaines choses, à certains moments de sa vie, quand il faut, d'accord, voilà, donc vraiment, je pense une des leçons de ce jeu, c'est cette idée-là d'être dans une prison de conformisme. Ok, je vais pas plus loin là-dessus, mais vous y réfléchirez, puis vous me direz surtout ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, évidemment, puisque c'est moi qui suis en train de vous raconter des trucs, et je vous dis de faire de votre pensée un empire. Donc faites-le, et dites-moi que je raconte n'importe quoi, s'il vous plaît, ça me fera très 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 plaisir. Alors, évidemment, sortir du conformisme, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément accéder au bonheur, à la joie et à la félicité. Au contraire, c'est souvent accéder à la solitude, au doute, au désespoir, et sans doute à une illumination désespérée.
Mais après tout, est-ce que c'est pire qu'un conformisme désespéré? À vous de voir. Franchement, chacun fait son petit choix là-dessus, y a pas de problème. En tout cas, ça rejoint un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rejoint un petit peu, ça rejoint un peu Sartre, en termes d'existentialisme, hein, et Camus aussi, puisque Camus a exploré un petit peu l'absurdité l'absurdité de l'existence, quoi, de la réalité. Donc on est quand même sur un jeu qui est d'essence assez existentialiste, et ça c'est intéressant aussi, hein, si ça peut vous amener à des lectures, c'est pas perdu non plus. Alors pour finir, je reviens un petit peu sur ce qu'on peut extraire de ce jeu comme théorie. Bon là on est vraiment sur des théories purement conceptuelles, on pourrait me dire intellectualisantes, hein. On est un peu loin là de ce dont je vous parle d'habitude, mais c'est pas si ça vous intéresse tant mieux. On est, comme je vous disais au début, à la fois dans le gnosticisme et l'existentialisme. D'ailleurs, pour ce qui est de la gnose, je vous conseille personnellement la chaîne d'Arcana, Les Mystères du Monde, qui a fait de très 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 jolies vidéos il y a déjà quelques années, mais il est toujours actif, sur la gnose. Beaucoup de vidéos là-dessus, extrêmement intéressant, très documenté, un type super intéressant que je suis depuis pas mal d'années. Vraiment, et puis pas chiant quoi, pas chiant du tout. Alors évidemment vous avez plein de bouquins que vous pouvez lire, hein, sur ces choses-là. C'est souvent un petit peu hermétique, donc si vous aimez bien être sur YouTube, allez voir Arcana, vous le connaissez sûrement d'ailleurs, hein, parce que je vous dis ça, moi j'ai même pas 100 abonnés, il doit en avoir je sais pas combien, 50 000, peut-être 100 000, donc voilà, vous le connaissez sûrement. Sachez que moi je suis client, en tout cas j'aime beaucoup sa façon de présenter les choses. Et l'idée du gnosticisme, c'est comme je vous disais, c'est que le monde matériel est une pure illusion qui est créée par un dieu, un démiurge, très malveillant, bien entendu. On a des penseurs gnostiques, hein, qui ont vraiment développé ces choses-là. Il y a Valentin, il y a Basilide, hein, qui décrivent ces choses-là. Le fait qu'on soit emprisonné dans de la matière, c'est très vieux. C'est une pensée qui est extrêmement ancienne, qui revient moderniser, mais qui est pas du tout, et ça n'invente rien, mais ça modernise finalement. La gnosis, en réalité, c'est vraiment ce qui libère, c'est la connaissance. La gnose, ça veut dire connaissance, c'est la connaissance qui vous libère de cette illusion, justement, qui vous permet de transcender l'illusion. Encore une fois, pas sur un mode de bonheur, de joie ou de quoi que ce soit, mais uniquement de transcender l'illusion. Et si le prix à payer de tomber dans la folie ou dans le désespoir, c'est comme ça. C'est comme ça. Au moins, il y aurait eu transcendance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le côté existentialiste, c'est simplement que on a le destin des joueurs dépend avant tout de ses choix. Ça c'est important, c'est dans le cœur du jeu de rôle évidemment, hein, d'accord. Le jeu de rôle est par lui-même existentialiste, puisque c'est le joueur qui fait ses choix, mais avec la dose de chaos que les lancers de dés amènent évidemment, hein. Il y a un peu de mathématisation là-dedans, mais on est sur du chaos quand même, parce que un lancer très réussi, un lancer moyennement réussi ou un lancer complètement foiré vont donner à l'histoire et aux personnages des destins complètement différents. C'est ça qui est passionnant dans ce mode narratif du jeu de rôle, c'est que vous pouvez faire 2 parties, en tant que maître du jeu en tout cas, vous pouvez faire 2 parties 2 soirs de suite avec 4, à la limite avec les 4 mêmes personnes, mais c'est un peu faussé, avec 4 personnes différentes, et vous aurez une trame certes qui est un petit peu similaire, mais vraiment beaucoup de différences, beaucoup de divergences, une fin qui sera complètement différente, etc. Même une ambiance qui sera pas tout à fait la même. C'est ça un peu la magie du jeu de rôle, hein. Ça c'est vachement sympa à ce niveau-là. On parlait de Sartre, hein, simplement quand en fait il disait que l'homme est condamné à être libre. Vous voyez un peu l'idée, ça revient à ce que je vous disais, c'est une condamnation à être libre. Donc c'est pareil, tout est absurde, il n'y a pas de vérité, en fait le monde est illusion, donc je crée mon chemin personnel dans cette absurdité, dans ce chaos. Vous voyez ?
Après, quel est ce chemin? Bah ça, c'est encore une fois, il y a un chemin pour chaque personne. Est-ce que vous allez, à la fois dans le jeu et peut-être dans la vie, est-ce que vous allez combattre l'illusion? Est-ce que vous allez vous soumettre à l'illusion? Est-ce que vous allez devenir les horreurs de l'illusion pour vous en protéger? Il y a plein de solutions. Regardez, enfin, voyez un peu les humains, ce que font les humains de manière générale, comment souvent, vous savez que les gens sont beaucoup bloqués sur les émissions de faits divers, les Ondelat et compagnie. Moi j'aime bien aussi, pour la psychopathologie c'est intéressant. Il y a un peu de voyeurisme aussi, allez, tant pis, on n'est pas parfait, c'est pas grave. Mais c'est ça l'idée, c'est que vous voyez des gens qui deviennent les monstres. Vous voyez ces gens. Ils ont fait un choix à un moment. Alors évidemment ça se discutera, est-ce qu'ils ont fait un choix? La psychopathologie souvent va vous dire il n'y a pas de choix, ils étaient comme ci, ils étaient comme ça, il y a eu des circonstances, mais considérez peut-être qu'à un moment il y a un choix. Peut-être que c'est pas un choix conscient, que c'est un choix inconscient, mais des fois il y a un choix de devenir le monstre, de devenir. Si vous levez l'illusion et que derrière l'illusion, derrière le voile de la réalité, tout est absolument horrible, qu'est-ce qui vous empêche de devenir un monstre à votre tour? Je ne sais pas. C'est un débat à avoir. Direz ce que vous en pensez là aussi. Évidemment, on peut pas parler de ces choses-là, et j'en ai parlé à demi-mot, mais on peut pas éviter de rentrer dans le sujet de la psychanalyse, et notamment de la psychanalyse jungienne, bien entendu, puisque c'est l'idée même de l'inconscient collectif. C'est le concept de l'illusion dans Cult. Il veut qu'il y ait quelque chose de collectivement partagé et ignoré consciemment. Donc l'inconscient collectif, ça marche aussi avec l'inconscient freudien, vous me direz, puisque c'est pareil, on partage tous le fait d'avoir un inconscient et justement de ne pas en être conscient. Donc, vous voyez, tout se rejoint, tout fait lien. C'est pour ça que parfois sur cette chaîne, quand je vous parle, je vais partir sur des trucs, en fait, là je parle sur du jeu de rôle. Certains vont se dire, mais je suis venu pour les sorties de corps, qu'est-ce qui me parle de jeu de rôle? En fait, on retombe sur les mêmes choses, toujours. Les questionnements ne sont pas infinis. Là, on retombe sur l'inconscient collectif, on retombe sur des concepts extrêmement centraux sur l'humanité. Il y a, comme je vous ai dit, les archétypes, donc qui sont des grands types de personnages à jouer, bien sûr, mais il y a aussi des archétypes, comme je vous ai dit, les anges de la mort, les dieux oubliés, les choses comme ça, qui peuvent aussi résonner avec certains archétypes jungiens. Des forces primordiales qui ont une influence sur, chez Jung, la psyché humaine, mais pas que sur la psyché, du coup, par effet de conséquences sur les actions des humains aussi, sur la course de l'humanité et des individus. Voilà. Donc, oui, évidemment, on est dans quelque chose de lourdement psychanalytique, en fait, bien entendu. Et on peut imaginer que dans le contexte du jeu Cult, le fameux éveil dont on parlait, donc le troisième niveau d'éveil, le deuxième niveau d'éveil, le troisième c'est l'illumination, c'est simplement qu'on va être en contact direct avec les archétypes et notamment avec nos ombres, notre ombre, avec notre anima, notre animus, etc., avec tous ces archétypes-là directement face à face, qui va arriver à une individuation. L'individuation, c'est le stade ultime chez Jung, c'est l'être réuni. Il a réuni son conscient, son inconscient et l'inconscient collectif qui va avec. C'est un idéal, évidemment. Pour ce qui est de Freud, je vous parlais de l'inquiétante étrangeté, c'est un article qu'il avait publié en 1919, ça date un peu, mais à l'échelle humaine, pas tant que ça, c'était hier.
l'inquiétante étrangeté, c'est l'irruption du refoulé dans la conscience. Ouais. Dans Cult, vous avez des expériences qu'on pourrait qualifier de parapsychiques, hein, comme des visions, des intuitions, vous voyez, des rencontres avec des entités, des choses non humaines. Et ben là, on peut les voir aussi comme des manifestations de l'inquiétante étrangeté freudienne, où l'inconscient se rappelle au conscient, sachant que le conscient refuse d'accepter ces manifestations-là, par résistance évidemment. Ce qui amène le conflit intérieur et parfois, peut-être dans le jeu, l'effondrement moral, mental, psychologique, etc. Vous voyez, c'est passionnant de le voir sous cet angle-là aussi, hein, évidemment. Et puis vous avez Jean Baudrillard, alors moins connu évidemment que les deux d'avant, mais Jean Baudrillard, c'est tout simplement l'inventeur du concept intellectuel du simulacre. Donc c'est quelqu'un qui a écrit Simulacre et Simulation, cette fois c'est en 1981, c'est beaucoup plus proche de nous quand même, c'est plus moderne on va dire. Baudrillard, lui, ce qu'il vous dit, c'est que la réalité moderne, celle dans laquelle on vit aujourd'hui, encore, quand Baudrillard dit moderne, nous on pourrait dire postmoderne, mais peu importe, c'est que des termes. Baudrillard, lui, il voit quoi? Il voit des signes, il voit des images. Mais il voit des signes et des images, mais qui n'ont plus de référent. Qui sont des simulacres, en fait. D'accord? D'ailleurs, ça me fait penser à Matrix, puisque Matrix le film Matrix postule tout simplement qu'il y a un monde illusoire, comme ce qu'on dit depuis le début, hein, comme dans Cult. Le monde est absolument illusoire, et derrière, il y a un autre monde, mais qui est, comment dire, qui est très différent. Vous voyez bien, le monde illusoire de Matrix, en fait, il cache un monde de machines assez infernales, biomécaniques, etc. Dans les idées de type Baudrillard, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on parle d'un simulacre, c'est pas la même chose. Simulacre et simulation. Donc c'est que c'est l'illusion dans laquelle on vit nous, c'est un... Comment vous dire ça? Le simulacre, en fait, c'est une construction, c'est une projection de l'autre monde, déformé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait la même chose. C'est comme l'autre monde, mais en fake, en artificiel. Voilà. C'est un monde artificiel. C'est une reproduction artificielle, c'est une sorte d'ersatz artificiel évidemment, du vrai monde, du monde qui est en dessous. C'est une nuance un petit peu philosophique, hein, vous me direz, pas obligé d'aller aussi loin. Donc ça revient toujours à la critique de la société contemporaine, évidemment. Alors c'est ce qui est rigolo, c'est qu'on est peut-être dans la société humaine la plus apte à se critiquer elle-même. Ouais. Je suis pas sûr que les Mayas étaient aussi autocritiques sur la civilisation maya, et puis je pourrais vous dire sur la civilisation chinoise il y a 5000 ans, est-ce qu'elle était aussi critique sur la civilisation chinoise? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, notre société occidentale postmoderniste, elle est capable d'une autocritique extrêmement virulente, qui a peut-être pas d'équivalent dans d'autres civilisations. Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse? Est-ce que c'est peut-être un peu les deux? Je ne sais pas. Pareil, hein, dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être intéressant d'en discuter. Puis je vais finir là-dessus sur les liens avec la théosophie et l'occultisme, hein, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que on est quand même sur des inspirations de tradition ésotérique, bien sûr. Je pense à la fois à la théosophie et à l'hermétisme. Vous avez la théosophie de Blavatsky, je ne sais pas si vous connaissez, mais renseignez-vous là aussi auprès de Arcana
les mystères du monde, parce qu'il fait des trucs super là-dessus également. Notamment le concept d'Akasha, vous savez, l'archive cosmique de la connaissance, ça c'est extrêmement repris dans les milieux néo-New Age. L'Akasha, voilà, je vais accéder, je vais faire une méditation, je vais accéder à l'Akasha, etc. Je suis pas contre, hein, moi, dans le principe, mais c'est vrai que tous ces concepts qui sont un peu trop réutilisés systématiquement par des gens qui parfois ont l'air de faire un peu un gros business de leur truc, je trouve que ça décrédibilise un tout petit peu, ce qui ne veut pas dire que le concept en lui-même est débile et qu'il n'a pas de sens. D'accord, je pense qu'effectivement il peut y avoir, ça peut être une explication de pas mal de choses, le fait qu'il y ait une espèce de... que la Terre, alors ça c'est ce que disait Mark Oburn aussi, c'est que la Terre est une sorte d'énorme bibliothèque mémorielle, vous voyez, que en fait l'environnement, alors je sais pas comment on pourrait dire ça, lui il le dit mieux que moi, mais en gros l'environnement terrestre retient tout ce qui a pu se passer sur la Terre depuis le début, et limite on pourrait même aller jusqu'à dire que peut-être qu'il y a déjà les archives aussi de ce qui va s'y passer. Bon, ça c'est pareil, on se fait son idée, on y croit, on n'y croit pas. Cela dit, il y a aussi justement dans la théosophie de Blavatsky, il y a aussi cette idée que l'humanité a perdu l'accès à sa divinité originelle. Ça revient, c'est repris du gnosticisme de toute façon. Donc vous voyez, ça a été redéveloppé au XXe siècle, au début du XXe siècle. C'est intéressant. À savoir que dans le jeu Cult, dans certains scénarios, dans les règles en tout cas, vous avez de la magie. La magie est praticable, les pratiques occultes, des choses comme ça, donc ça rejoint aussi ce monde-là, le monde de l'occultisme, etc. Et puis si vous prenez Rudolf Steiner, lui c'est l'anthroposophie, ce qui dérive de la théosophie. Rudolf Steiner va vous décrire également des états de conscience qui permettent un certain éveil, etc. Ça rejoint, c'est vraiment très très proche en fait de Steiner, notamment au niveau de sa philosophie, de l'anthroposophie. Donc, pareil, essayez de vous renseigner là-dessus si ça vous parle. Steiner, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est pas, tout n'est pas à prendre forcément, mais il y a quand même des choses à retenir, malgré tout. Donc comme je vous disais, je finis sur quelques petites références cinéma-série, c'est toujours intéressant aussi de parler un peu de culture populaire. Je vous ai parlé de Matrix, évidemment, on peut pas s'empêcher d'y penser, même si Cult n'est pas dans un délire à ce point... Laserpunk, je sais pas comment on peut dire Matrix, vous savez le côté haute technologie et en même temps cuir moulant. Ça c'est très Wachowski, c'est un peu particulier. C'est très science-fiction en fait, alors que Cult, et c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est beaucoup plus de l'horreur psychologique sur des thèmes philosophiques et horrifiques. D'accord. C'est pas la même chose non plus, mais le concept se rejoint. Il y a une réalité simulée, etc. Il y a des entités de l'autre côté qui se servent des humains pour leur propre bien, enfin pour leurs propres intérêts, etc. Moi, je fais un parallèle quand même pas mal avec Twin Peaks, avec David Lynch, parce que vous avez justement dans Twin Peaks. Alors, si vous n'avez pas vu la série Twin Peaks, vous téléchargez ça de suite et vous tapez les 3 ou 4 saisons, je vous en supplie, parce que Twin Peaks, c'est totalement, en fait, si vous voulez savoir ce que c'est l'inquiétante étrangeté freudienne, c'est Twin Peaks, d'accord. Je vous dis ça, il y a Cronenberg aussi, et on va pas se le cacher. D'ailleurs, je pense que je vais faire la critique si je trouve le temps du dernier Cronenberg, donc les linceuls, The Shrouds. C'est pareil, l'inquiétante étrangeté, il y a des choses tellement bizarres dans ces univers-là, chez Lynch, là, chez Twin Peaks. Vous avez en fait, c'est un soap opéra, mais tout est bizarre, tout est décalé, tout est n'importe quoi. Et c'est génial, c'est super drôle, c'est très très marrant. Donc il faut que vous voyez ça, absolument, absolument. En hommage au grand David Lynch qui nous a quittés, donc
faut penser à ces gens quand même, qui ont fait des œuvres majeures du XXe siècle, de qui on a été les contemporains, qui dans 500 ans, 600 ans peut-être, hein, si tout s'effondre pas, regarderont ces choses-là comme nous aujourd'hui on regarde un tableau de Vinci, et vous me direz tout le monde n'y est pas sensible, mais vous voyez ce que je veux dire, on est sensible à ce que nos ancêtres ont produit quand même. Je pense que c'est par exemple les œuvres de David Lynch seront regardées bien plus tard et seront peut-être mieux comprises d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y aura une sensibilité dans le futur plus lynchienne. Peut-être que les gens vivront encore plus dans un monde d'inquiétante étrangeté, avec les machines, avec l'IA, avec les interfaces. Vous voyez ce que je veux dire, la technique nous amène de plus en plus dans un monde d'inquiétante étrangeté. C'est le cas des robots. Quand les robots commencent à nous ressembler un peu trop, on rentre dans ce que les scientifiques appellent la vallée de l'étrange, où ça devient quelque chose qu'on rejette physiquement, parce que c'est à la fois trop proche de nous et trop bizarre et trop étranger. Vous voyez, ça c'est intéressant, ces états limites comme ça où l'étrange passe de amusant à complètement flippant, ou voilà, on le rejette automatiquement parce que ça devient trop étrange en fait. Donc voilà, si vous voulez jouer à Cult, allez-y, c'est un miroir de l'âme humaine, c'est super intéressant, c'est très bien écrit de manière générale, il y a plein de scénarios disponibles, les règles sont très très simples, il n'y a pas, comme dans les vieux jeux de rôle, vous savez, en gros, vous avez une case égale 1m50 et tout ça, c'est insupportable. Là, vous avez un scénario, vous avez une histoire, un fil rouge, souvent qui est assez clair, et puis c'est parti, les joueurs se font plaisir, ils jouent des choses assez étranges, de la détresse, parfois il y a beaucoup d'humour, hein, vous pouvez mettre beaucoup d'humour aussi, mais plus vous mettez d'humour, plus vous mettez de légèreté, et plus ça sera évidemment contrebalancé par la lourdeur des thèmes et effectivement les événements, puisque malheureusement on va être quand même sur des choses très lourdes. Mais après tout, on aime bien ça, hein, on est d'accord, on va beaucoup plus voir au cinéma des choses avec des thématiques violentes et des choses comme ça qu'autre chose, je pense, et c'est normal, c'est cathartique. La catharsis, c'est super important, on en a besoin. Ça permet d'évacuer, ça permet de purger tout simplement notre violence interne. On l'a tous, cette violence, on est tous capables de la pire violence, mais on la décharge avec des jeux, avec des films, avec des récits, avec des contes. Voilà, c'est super intéressant vu sous cet angle-là. Donc Cult, c'est un jeu viscéral, c'est un jeu mature. On va parler d'aliénation, on va parler de perte, on va parler de quête de sens, on va parler de transcendance, éventuellement d'illumination et éventuellement de folie et de désespoir et de damnation ultime. Et vous comprenez que c'est peut-être pas étonnant que que le jeu de rôle entre de plus en plus dans les théories thérapeutiques, dans les psychothérapies, etc. Ouais. Ça peut faire du bien à pas mal de gens de vivre, d'expérimenter des choses, parce que c'est comme ce que je vous disais dans d'autres épisodes, quand vous êtes immergé dans un jeu vidéo, quand vous êtes immergé dans un film vraiment bon, quoi, vous voyez, qui vous prend vraiment, qui vous fait complètement oublier votre corps, l'environnement, etc., vous êtes complètement plongé dedans. Quand vous jouez sur votre console là, et que pendant 3 heures il s'est rien passé autour de vous, vous étiez à fond en train de kiffer votre course de bagnole, votre, je sais pas, hein, ce que vous aimez, on s'en fout après, peu importe. Et dans le jeu de rôle, c'est pareil, quand vous avez passé 4 heures autour d'une table à kiffer, d'avoir des grosses discussions, d'essayer de comprendre des trucs, de survivre, de pas devenir... Et vous l'avez expérimenté tout ça d'une certaine manière. Encore une fois, c'est de l'expérimentation, donc ça peut pas être perdu. Ça vous nourrit aussi, hein, des choses comme ça. Voilà, donc c'est pas un jeu de rôle ordinaire, je le conseille à tout le monde, je leur fais de la pub, j'en ai pas d'intérêt encore une fois, hein, vous savez, je vous le dis souvent ça, mais parce que moi je fonctionne à la passion, donc quand je suis passionné pour quelque chose, quand j'estime que quelque chose a de la valeur et vaut d'être promu, je me gêne pas, vous voyez, et si les mecs un jour
vendent un bouquin parce que j'en ai parlé dans mon truc, ce qui est très peu probable, on est d'accord, hein. Et bah tant mieux pour eux, c'est super, je leur demanderai pas de dividendes, vous savez, parce que je m'en fous en fait. Moi je veux juste promouvoir des choses qui moi me font réfléchir, qui moi me font vraiment réfléchir, ouais bien sûr, qui me nourrissent, qui me font avancer. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme je vous disais pour Marco Byrne l'épisode d'avant, j'ai aucun intérêt à faire sa publicité. Voilà, tout simplement. Je m'en fiche. Bah si, j'ai l'intérêt de faire plus de vues que d'habitude, puisqu'évidemment son nom est un mot-clé qui permet de générer plus de vues. C'est vrai. Mais vous savez, je suis très très loin de la monétisation, et d'ailleurs c'est pas le but. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment. Moi, ma transmission, elle est même pas éducative, hein, d'accord, parce que je vous parlais d'Arcana tout à l'heure, les mystères du monde. Quelqu'un qui est très très passionné, qui fait des émissions très longues, qui met vraiment vraiment beaucoup de cœur dans ce qu'il fait, et c'est un très très beau boulot de mon point de vue, même si je peux pas vérifier que tout ce qu'il me raconte est absolument juste, carré, on s'en fout, je m'en tape de ça. Le gars en fait, bah lui il a du succès, lui il monétise, il fait des bouquins, il les vend et tout, mais qu'est-ce qu'il a raison, par contre son travail est beaucoup plus éducatif que le mien. Moi je suis pas dans l'éducatif, hein, d'accord, je suis dans la communication. Donc moi mon objectif c'est de vous parler de tout ça pour vous faire un petit peu rêver peut-être, ou en tout cas pour vous intéresser. Mais ce qui m'intéresse le plus, bah, c'est que vous réagissiez, que vous me parliez de vos expériences par rapport à ça, qu'est-ce que vous en avez pensé, sur quoi ça vous fait rebondir, parce que moi ça peut me donner des idées aussi pour faire d'autres épisodes dans l'avenir, vous voyez. Donc voilà, faut pas hésiter, moi c'est vraiment l'idée, encore une fois, je vous dis, c'est de former une petite communauté, pas une secte, hein, on est d'accord, je suis pas un gourou, on se calme, mais une petite communauté intellectuelle et concrète aussi, parce que on va pas seulement discuter ensemble, si vous êtes d'accord, hein, de manière théorique, ce qu'on peut faire, hein, autant que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais on va aussi expérimenter des choses. Et moi j'ai besoin aussi, si le cœur vous en dit, bah, que vous m'apportiez des témoignages, du vécu, du ressenti. Là je vous parle plus de sortie de corps, ou de, vous voyez, de rêve lucide, de MI, les expériences de mort imminente aussi. J'aimerais bien refaire. J'ai une interview là sur la chaîne qui est intéressante, mais j'en ai qu'une, et c'est pas facile de trouver des volontaires pour parler de ça. Donc voilà, c'est pareil, venez vers moi, d'accord. Moi, si je fais cette chaîne, c'est pas pour me cacher derrière. Ok, je suis anonyme, je sais pas si je le resterai, mais en tout cas, pour l'instant, je suis anonyme. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez venir vers moi par les commentaires, je sais pas si vous pouvez laisser un message, bon bref, par les commentaires, peu importe, et on discute tranquillement, et on a le droit de pas être d'accord, on a même le droit d'être d'accord, il n'y a pas de problème. C'est ça en fait l'intérêt, d'accord, c'est que dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, je sais pas pour vous, mais on n'a pas tant l'occasion que ça, je trouve, en tout cas c'est mon cas, de pouvoir aller sur ces sujets, de pouvoir les développer, de pouvoir chercher des choses en groupe, etc. On n'a pas l'occasion, moi j'ai pas l'occasion, pas forcément, pas beaucoup, d'accord. Et bah là on est sur une plateforme qui le permet. C'est super, c'est formidable. Profitons-en, et pourvu que ça dure. Allez, plus que 25 abonnements et j'ai 100 abonnés. Et alors là je peux vous dire, je vais faire péter le Champomy, mais alors comme jamais. Allez, blague à part, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout de ce podcast, évidemment. Si vous êtes arrivé au bout du podcast, vous pouvez mettre en commentaire la femme à la bûche. Voilà, ceux qui ont eu Twin Peaks comprendront. Allez, je vous embrasse bien, faites de beaux voyages et pas trop de cauchemars. Allez, à plus tard, salut.